Salut à tous, c'est Envergure. Vous pensez que vous connaissez Chet Holmgren? En tout cas, vous avez déjà entendu le nom, c'est certain. C'est un grand escogriffe très très long, très long. Il est attendu dans le top 3 de la draft NBA 2022. Il est déjà candidat évidemment. On va faire son profil, tout simplement, dans ce podcast, son profil détaillé pour savoir où il en est, ce qui lui manque pour devenir une star, est-ce qu'il mérite d'être le numéro 1 de la draft. Voilà le menu en bref, 40 minutes pour connaître Chet Holmgren, générique. Et pour parler de Chet Holmgren dans ce podcast Envergure, on rappelle que sa fiche est sur envergure.co si vous voulez avoir les stats sous les yeux, puis le scouting report écrit. Mais à l'oral, pour le moment, nous avons Hugues qui est là pour parler du joueur de Gonzaga. Salut Hugues. Salut à tous, très content d'être là. Alan également. Salut Alex, salut à tous. Et puis notre spécialiste West Coast qui a vu énormément de matchs évidemment de Gonzaga, c'est Julien. Salut Jus. Comment ça va les gars ? Bah écoute, ça va bien. On est en place, on commence à accélérer le rythme des publications, vous allez le voir dans les prochains jours sur Envergure, mais on va encore monter d'un niveau puisqu'on approche tout doucement de la draft et puis de la loterie qui aura lieu dans la nuit du 17 au 18 mai. Chet Holmgren, donc là on commence à parler des gros noms, il est prévu dans le top 3 quasiment dans toutes les mocks ou big boards qu'on connaît. On va se poser des questions sur son jeu, mais d'abord on va se demander quel est son parcours, puisque c'est important aussi pour connaître un joueur. Alors d'où il vient, Chet Holmgren, Alan? Chet, il vient du Minnesota, donc ça fait pas mal de temps qu'on le connaît parce que il a le physique qui fait qu'il passe pas inaperçu. Et donc en fait depuis qu'il est fin collège, début lycée pour nous, donc depuis qu'il a 14-15 ans, on le voit sur des highlights, on le voyait sur des matchs, et donc ensuite donc il était à l'académie Minéa avec Jalen Suggs, où c'est une des meilleures prep schools du Minnesota. Ça devient même une très très bonne prep school sur le circuit lycéen. Ils avaient beaucoup de matchs en télé nationale à l'époque, dont un contre Sierra Canyon, qui avait été très très regardé. Il fait 12 contres sur le match, dans une équipe face à, donc il y avait Zaire Williams qui joue à Memphis maintenant, il y avait BJ Boston qui joue aux Clippers, il y avait Amari Bailey, futur joueur de UCLA. Ensuite, il a fait tout son cursus à Minéa, il s'est engagé à Gonzaga, et en même temps, il a été champion du monde U19 avec Team USA et MVP de la compétition. Donc, on lit beaucoup en France qu'il s'est fait manger par Victor Wembanyama. Si on re-regarde le match, c'est pas vraiment le cas. Et ce qu'on disait tous à l'époque, c'est que ça en disait sûrement plus sur Victor que sur Chet, le fait que Victor domine par moment. Mais voilà, il a le cursus honorum du top joueur lycéen, McDonald's de l'américaine, toutes les récompenses. Et il s'est engagé à Gonzaga pour son année freshman et sa seule année universitaire. Et il vient aussi d'une famille de basketteurs, le papa, l'oncle et tout ça, on joue au basket. On a son parcours donc à Chet Holmgren. À quoi il ressemble physiquement? Quelles sont ses qualités athlétiques? On va demander ça à Julien. Alors Chet, il fait 2m15, presque 2m30 d'envergure et 88 kg. 88 kg, je pense qu'on en reparlera pour plein de détails. Donc physiquement, et bon, au niveau des cheveux, c'est très classique. Et puis sinon, il ressemble un peu à une biscotte ou une cracotte, quoi. Il est très fin et très long. Donc voilà, il a des bras là, Kevin Durant, et des jambes comme les bras de Kevin Durant. Il est très fin, quoi. Sinon, bon, il n'y a pas que ça, hein. C'est un gars qui est très rapide, qui est très facile verticalement. Il peut aller assez haut, assez vite. Il a une bonne vitesse axe panier-panier. Je pense que Hugues et Alan sont comme moi. Ils ont plein de petites vidéos où on le voit prendre des rebonds et courir avec ou sans ballon jusqu'au cercle adverse. Il a quand il est dans la raquette, il a une bonne vivacité. Il tourne vite sur ses hanches. Il est très facile pour bouger, pour se replacer dans l'espace, utiliser ses deux bras pour gêner.
c'est quelque chose dont on va reparler aussi, je pense, quand on parlera de sa défense. C'est un gars très dédié. Et puis, malgré son gabarit très skinny, comme on dit, il arrive à encaisser les coups, les chocs d'épaule. Encore une fois, Hugues et Alan avaient montré ça dans une de leurs vidéos. C'est quand même un gars qui est très haut sur ses jambes, il a un centre de gravité assez haut. Je pense qu'on peut dire qu'il manque de puissance dans les jambes. Et alors on le voit souvent quand il y a plus d'espace, qu'il doit défendre sur plus d'espace, il va un petit peu s'en mêler les pieds ou il peut perdre de l'équilibre un petit peu. Voilà, moi j'ai noté qu'il sur les grands espaces, il manque de collants au sol. Je sais pas si on pourrait dire ça, quoi. Mais bon, voilà. Donc grand, fin, rapide et délié. Il manque de collants au sol, j'adore. J'adore quand on invente des termes ici à Envergure, c'est aussi ça, le scouting, essayer de décrire des situations qui sont difficilement descriptibles dans la vie de tous les jours, auxquelles on ne prête pas attention en tout cas. Pourquoi on parle de Chet Holmgren comme d'un top 5, d'un top 3, d'un top 1 ? Quelles sont ses qualités, ses grandes qualités basket en résumé ? Hugues, c'est pour toi. Ouais, c'est un joueur, on en parle aussi bien parce que c'est un mec qui va arriver en NBA et qui va changer une équipe des deux côtés du terrain, clairement. Les franchises qui vont drafter dans les top 3, top 5, elles espèrent avoir le franchise player, en tout cas le mec qui peut changer la dynamique d'une équipe qui est négative, qui a manque de talent, etc. Lui, il va arriver en première année offensivement. C'est un peu, on aime toujours parler de licorne, hein, c'est une grande mode, mais lui, il est dans les caractéristiques de la licorne qui peut tout faire sur un terrain de basket. Et comme Alan le dit très bien souvent, c'est que une licorne, c'est un joueur qui ne devrait pas être capable de faire ce qu'il fait quand il a des mensurations physiques comme les siennes. C'est un mec effectivement qui est très mobile, qui peut marquer de toutes les positions sur un terrain de basket dans tous les secteurs, avec dans plusieurs situations, dribbler, passer, shooter. C'est un joueur qui, malgré le fait qu'il soit fin, on va rentrer dans les détails, qui peut avoir un impact dès sa première année parce qu'il a dominé le circuit NCAA avec des pourcentages totalement indécents sur tous les secteurs et une vraie bonne finition au panier comme on pourra l'aborder un peu plus tard. Et puis de l'autre côté du terrain, défensivement, c'est un gars qui te crée un système défensif. Et ça, les franchises qui sont souvent les plus faibles ont des bilans défensifs vraiment faibles avec un manque de cohésion, un manque de cohérence, et lui il peut arriver en première année, changer la géométrie sur le terrain, modifier le fait que les porteurs de balles adverses ne puissent pas accéder au panier. Julien il l'a dit, il est mobile, donc il va pouvoir aller sur différents profils, sur différents secteurs du jeu, sortir un peu plus, reprendre, donc c'est vraiment un mec très jeune, tu peux tout construire autour de lui, il peut à peu près tout faire, il va falloir juste le développer comme tu le sens, et c'est une pépite très rare et ça vaut donc très cher. On passe aux questions qui se posent sur Chet Holmgren. On a ses grandes qualités basket, on reviendra sur la technique un petit peu après, mais moi, ce que j'aime faire quand on parle surtout des top prospects, c'est d'aller essayer de gratter sur la mentalité, sur ce qui ressort du joueur, son attitude sur et en dehors du terrain, puisque quand on est drafté très haut, on attend de vous d'être un leader. Et donc, est-ce que Chet Holmgren a ça dans le sang ? Est-ce qu'il l'a déjà ? Est-ce qu'il est en progression ? Est-ce qu'il est en train de le travailler ? Je commence par toi, Julien. Tu as vu énormément de matchs de Gonzaga. Je vais te demander d'abord sur le terrain de Chet Holmgren. Il est comment, humainement ? Alors, il est arrivé à Gonzaga dans une équipe qui était, c'est une académie de basket comme on dit, donc il avait pas à être le leader, on lui a pas demandé d'être le leader, il y en avait déjà un en attaque et voilà, donc il s'est inséré dans un collectif, il l'a très bien fait, donc ça c'est un premier point important, quoi, avec toute la hype qu'il avait, et Alan en a parlé. Et puis au niveau de son caractère, on pouvait se poser des questions, quoi. C'est un type qui a qui fait une drôle de tête. On se demande parfois s'il est content d'être sur le terrain, mais en fait pas du tout. C'est un type qui est hyper impliqué dans ce qu'il fait, je pense. Ça se voit. Oui, il réagit quand il prend des fautes qu'il aime pas, mais c'est toujours très positif. Alors c'est difficile de comment dire. En tout cas, il est cadré dans cette équipe, donc
peut-être que ça l'a aidé. Comme tu dis, je sais pas trop quelle était sa mentalité avant. J'ai lu quelques interviews, enfin quelques articles là, où notamment Suggs et d'autres de ses coéquipiers, quand il était en high school, parlaient de lui. Et ça a toujours été un type focalisé sur le travail, focalisé sur comment il voulait progresser. C'est un type qui a pas toujours joué pivot ou intérieur, hein. Il est passé de guard à 3D pour finir dans la raquette. Et il a toujours fait progresser son jeu. Donc je pense que c'est un type qui a une mentalité de gagneur. Et puis voilà, son père basketteur qui apparemment a été présent dans sa formation, qui le pose aussi, je pense, dans son évolution. Et puis on peut dire quand même que avec comment dire, tous les projecteurs qui ont été braqués sur lui, il a, il a une progression qui est constante. Et ça, je pense que ça c'est important pour un joueur qui est projeté top 1 et qui a l'air de garder la tête sur les épaules, quoi. Partout où il est passé, Team USA, High School Non. et Gonzaga après. Des épaules qu'il a pourtant bien frêles d'ailleurs. Tout à Mais fait. mauvaise plaisanterie mise à part, effectivement, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir les pieds sur terre, Chet Holmgren. Hugues, Alan, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous avez peut-être lu des interviews, vous avez vous aussi regardé des matchs dans l'attitude, sur le terrain, sur le banc, à l'échauffement. Qu'est-ce que vous avez à dire de la mentalité de Chet Holmgren? Moi, franchement, j'aime. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ça l'a pas dérangé des fois de prendre le deuxième ou le troisième siège, troisième rôle dans une équipe quand il a fallu, apparemment avec Team USA. Alors c'est toujours plus facile quand t'es intérieur que extérieur de faire ça parce que t'as moins la balle, t'as plus besoin de la création des autres. Donc forcément, tu peux avoir un rôle secondaire, voire tertiaire dans une équipe. Mais c'est pas le plus leader vocalement, c'est pas le plus leader émotionnellement, mais par contre, comme tu l'as dit, leader par l'exemple, c'est quelqu'un qui va au charbon en fait et qui il avait déjà dit dans des interviews, il s'en fiche en fait de se faire postériser ou de se faire d'être sur des photos, de se faire crosser ou tout ça. Il s'est fait crosser par moment cette année. Il s'est déjà fait postériser aussi par le passé, mais il y va à chaque fois. Et c'est vraiment ouais, il a ce côté assez, et c'est marrant, assez animal quand il est sur le terrain, c'est-à-dire qu'il est vraiment là pour anéantir toute attaque adverse vers son panier, pour défendre comme une vraie tour de contrôle. Et après, c'est vrai il est un peu là, je trouve un peu formé comme un champion depuis très jeune avec le père, circuit Under Armour déjà très jeune, mis en avant. Euh, les interviews sont bonnes, il parle pas non plus trop, mais je pense que je pense qu'il est à la fois assez renfermé hors terrain et sur le terrain, il devient un peu fou par moment, mais c'est assez contrôlé quand même. Ouais, moi je rejoins ce que dit Alan là-dessus. Ça se voit aussi sur le terrain, effectivement, quand on partage le rôle. Quand il joue contre Texas, par exemple, Drew Timme, qui est le leader offensif de l'équipe, hein. Julien nous dit qu'il y avait un gros leader offensif, c'est Drew Timme, l'autre intérieur, moustachu qu'on connaît, dont on essaie de s'inspirer tous les jours, tant bien que mal, capillairement et parlant. Et quand ce mec-là domine le jeu face à Texas, qui est une grosse rencontre, lui, il lui donne tous les ballons. Il est là depuis le poste haut, il lui fournit tous les ballons, pas de souci, je marquerai 5-6 points sur un showcase qui est sur ESPN, il n'y a pas de problème tant qu'on gagne le match. L'année dernière, je reprochais pas mal à Evan Mobley de manquer d'agressivité. Tu vois, j'avais souvent dit est-ce que c'est un alpha, etc. sur le terrain. Et Romain nous disait tu fais pas 3 comptes par match quand t'es pas agressif. Et là, on a un joueur qui a 3,7 comptes par match et on a un joueur qui finit à 88% près du panier. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème avec le contact. Je pense qu'il n'y a pas de problème si on doit marquer un panier, de pouvoir le mettre. Par contre, je pense que c'est important de dire aux gens que contrairement à certains prospects du top 4, ça va pas être un mec qui va, pendant que Julien me dit dans le chat de laisser Mobley, jamais, jamais Julien, il est condamné à avoir une carrière où je vais le tacler dès que je peux. Ça va être un des rares mecs du top 5, de top 4 de la draft qui va pas être un bucket maker. Il peut marquer de tous les distances, pas de souci, mais ça va pas être un gars qui va dire donnez-moi le ballon, je vais tirer, je vais tirer, je vais tirer, je vais tirer. Là où les Banchero, les Ivy, les Jabari Smith sont plus dans ce modèle-là. Donc effectivement, drafter Chet Holmgren, c'est pas non plus avoir un mec qui va prendre le ballon et qui va essayer de scorer sur toutes les possessions. Moi, ce que je voulais aussi rajouter, parce que Hugues a dit les pourcentages, et souvent, ce qu'on a dit pas mal cette année, c'est ouais, mais c'est la WCC. Alors déjà, pas que, parce que franchement, sur la première partie de l'année,
Tu peux Ils ont juste joué des gros expliquer la gros matchs. WCC? Donc la West Coast Conference, la conférence de Gonzaga, en gros, chaque année, pourquoi Gonzaga arrive à la marche manesse, des fois même avec 0 défaite, une ou deux, c'est parce qu'ils jouent dans une conférence qui est pas dans les 6 plus grosses conférences. Mais déjà, Gonzaga, chaque année, en novembre-décembre, donc la période hors match conférence, ils planifient des gros matchs. Donc ils ont joué Duke, ils ont joué Texas, ils ont joué Texas Tech, ils ont joué Alabama, ils ont joué d'autres grosses équipes, hein, j'en oublie même. Et ensuite, la WCC cette année, c'est 3 équipes à la marche manesse. Donc San Francisco, euh, comment il s'appelle les autres là? Sainte-Marie. Saint Mary's et Gonzaga, et c'est 2 équipes au NIT, donc BYU et Santa Clara. C'est plus les 5 que certaines grosses facs en ont envoyé sur ces 2 tournois-là. Donc en fait, c'est à nuancer. Franchement, oui, en termes c'est pas la Big 12, c'est pas la SEC, mais il y avait un bon niveau il a pas surdominé comme des prospects surdominent des fois dans des vraiment petites conférences. C'est juste ça que je voulais mettre en avant. Oui, et en parlant de la WCC, moi j'ai revu le match contre San Diego, qui est vraiment un programme très modeste en fait en WCC. Et pour parler de son mindset, au début du match, il se fait quand même un peu pourrir par le pivot de San Diego. Et sa réaction a été assez violente, hein. Je crois que c'est un de ses meilleurs matchs de la saison après. Donc c'est quand même un gars qui a quand même, bon, il est d'accord à un certain moment pour passer le ballon, mais si on le chauffe trop, il va montrer beaucoup de choses. Et ça reste toujours dans le cadre de l'équipe, hein, parce il est allé leur scorer dessus et je sais pas combien de contres il met dans le match, mais c'était pas mal. Il a du caractère, c'est ce qui ressort de ce que Voilà. vous dites. On va maintenant parler de sa défense, puisque c'est quand même pour ça, en tout cas sans ça, il ne serait pas dans la conversation du top 3, du top 1 même de la prochaine draft. Donc sa défense, c'est sa carte de visite. Sauf que l'éléphant dans la pièce, la chose dont tout le monde parle, et on va l'évacuer tout de suite, c'est qu'il pèse 88 kilos. Je crois que c'est ce qu'a dit Julien tout à l'heure. Pour 2,15 m, effectivement, c'est peu, c'est trop peu. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, à quel point ça va influencer sa défense dans les premières années et est-ce que ça peut le pénaliser à long terme? On va commencer par toi, Alan. Là, c'est, comme tu as dit, c'est le gros éléphant au milieu de la pièce, là. Le poids de Chet Holmgren, là, on peut pas, il est trop maigre, il va se faire défoncer par Embiid dans NBA, comme tous les pivots de NBA. Donc, ça, déjà, voilà, être capable de défendre sur Joel Embiid, personne ne peut le faire. Donc, je mets ça un peu de côté. Si Chet Holmgren ne tirerait pas à 3 points, et n'avait pas cet arsenal offensif, ça poserait problème de faire 88 kilos. Parce qu'en fait, ça limiterait la manière dont il peut être incorporé dans certains line-up. Parce qu'aujourd'hui, en NBA, en réalité, euh, il faut avoir qu'un seul joueur qui heurte ton spacing sur le terrain. Certaines équipes arrivent à survivre avec 2, mais c'est parce qu'elles ont vraiment des joueurs élites offensivement dans ces line-up-là. Les Nets, par exemple, par moment dans la saison régulière. Mais en réalité, Chet Holmgren, comme on prévoit qu'il tire à 3 points, comme l'a dit Hugues, 72% lancé franc à 2,15 m à 20 ans, on peut acheter le tir, quasiment 40% à 3 points, utilisable sur pick and pop et tout ça. C'est pas parce que j'utilise d'abord l'argument offensif pour venir sur la défense, mais pour moi c'est lié parce qu'en fait, comme il va être capable de ne pas heurter ton spacing, tu vas pouvoir le mettre dans les premiers temps en NBA avec un intérieur qui ne tire pas à 3 points, donc dans ce qu'on imagine un vrai intérieur naturel, grand, robuste, proche du panier. Ce qui a été un petit peu le cas avec Evan Mobley qu'on a positionné dans les premiers temps avec Jarrett Allen, ce qui lui a permis de ne pas être en contact direct avec les intérieurs qui sont plus puissants et qui vont forcément sur du post-up le mettre à mal, mais qui vont permettre à Evan Mobley d'être dans un rôle de second rideau, ce qui est un petit peu Giannis Antetokounmpo derrière Brook Lopez, ce qui est Robert Williams derrière Al Horford aux Celtics, ce que les Américains appellent le rôle de roamer, donc la deuxième lame. Et Chet, il est très bon sur ça, parce qu'il a un très bon IQ, il a une bonne vision, je pense qu'il anticipe bien. Donc en fait, comme on projette qu'il tire à 3 points, on va pouvoir dans les premiers temps le mettre avec ce genre d'intérieur-là, ce qui pourra régler un peu au début le problème de poids, qui est un problème, hein, il faut le dire. Et puis, pour compléter un peu là-dessus, même en termes de poids, moi j'invite les gens à regarder le match pendant le match Madness contre Memphis, où il a pu jouer face à Jalen Duren. Le pivot qui domine physiquement le match, c'est pas Jalen Duren. Et Jalen Duren, il est comparé à certains athlètes comme Dwight Howard, etc. Donc oui, il est mince,
mais ça va franchement très très vite aller parce que il a une vraie puissance au niveau du bassin, il a un vrai équilibre là-dessus, donc ça va se faire au fur et à mesure. Et comme Alan le dit pour la défense sur les ailiers, il a la mobilité pour pouvoir orienter, revenir, faire du second rideau, pour pouvoir un petit peu sortir, etc. Donc en fait, tu peux le mettre dans quasiment tous les systèmes. Alors, il switchera sûrement pas sur les arrières, mais encore une fois, il n'y a pas beaucoup de pivots qui switchent sur les arrières, qui n'est pas Bam Adebayo qui veut, et encore même lui, il est pas sur Kyrie Irving. Donc il y a aucun problème, je pense, sur l'adaptation en NBA très très rapidement défensivement. Julien, tu disais tout à l'heure qu'il s'en mêlait un petit peu les pinceaux. Est-ce que tu peux me parler des couvertures de pick and roll, puisqu'il va en défendre beaucoup évidemment en NBA, des couvertures de pick and roll à Gonzaga. euh, C'était varié? Est-ce qu'il est bon en drop, mais aussi, alors on va pas rentrer dans les termes ultra techniques, mais en accompagner, reprendre, en sortir et reprendre, en switch également. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, c'est ça. Il drop très bien. Enfin, moi, ce que j'ai vu, je suis pas un grand spécialiste du drop et du edge et du half edge, mais il drop très bien. Et c'est un peu même c'est ce qui fait sa force. Il fait peur, quoi. Il fait peur avant de faire des contres. Et c'est ça qui est important, à mon avis. C'est qu'il change complètement l'attaque adverse parce qu'il fait peur et il sait défendre ça parce qu'il est, voilà, il est rapide, il est vif sur, quand il est dans la raquette, moi je le trouve très vif pour se retourner, pour changer de direction, aussi sauter, ressauter après. Il a des bras très précis. Il joue avec ses deux bras. Je sais plus si c'est Hugues ou Alan qui ont balancé un truc sur Wembayana. C'est Alan, non? Tout à l'heure. Et je pense je sais pas s'il le fait aussi bien non plus. Je suis pas un grand spécialiste, mais il le fait, quoi. Il sait utiliser ses deux bras pour contrer, ce qui est difficile. Euh, donc voilà, le pick and roll, il sait le défendre aussi pour tout ça, pour toutes ces raisons, parce il est assez. Non, ok, je suis pas d'accord. Moi, je trouve il est pas mal en pick and roll, si si. Et moi je disais qu'en fait, si tu veux, je l'avais vu tomber au championnat du monde deux trois fois. Et on en avait parlé ensemble et c'est ce qu'a dit Hugues. On m'a dit, et t'as entièrement raison hein, sur des petits. Dyson Daniels, il l'a Mais crossé oui, deux fois. tu C'était terrible. Et c'est sur ce genre de truc où il va tomber, ou quand il traverse aussi enfin, comme il est léger aussi, je sais pas si c'est peut-être à cause de ça, quand il doit prendre des écrans, bah c'est plus dur, quoi, tu vois. Et après, c'est pas du tout, peut-être que j'étais un peu dur au début, mais il va sûrement gonfler un petit peu des jambes, du corps, du haut du corps aussi. Les deux vont être à bosser, et puis il tiendra mieux, il collera mieux, il sera plus collant. C'est la cuisson du riz en fait, on parle de cuisson du riz. Faut toujours que tu rapportes ça à ton plat du soir. Mais si on va parler de l'attaque, on va parler de l'attaque parce que c'est très important. On peut pas se permettre d'être un top 3 de draft et de rien apporter offensivement à son équipe. On dit Chet Holmgren, c'est la licorne parce que il sait faire plein de choses, notamment tirer. Sauf qu'il sait tirer, ça veut un peu tout et rien dire. Hugues, est-ce que tu peux me détailler un peu? Il s'est tiré dans quel contexte? Est-ce que c'est une gestuelle régulière? Est-ce que ça rentre de la même manière des deux côtés du terrain? Est-ce qu'il a des préférences motrices au niveau du tir? Voilà, est-ce que tu peux rentrer dans le détail? Ouais, bien sûr, bien sûr. Chattanooga, effectivement, oui, c'est un geste qu'on achète. Le tir, comme tu l'as dit, moi je le trouve régulier, rapide, distance NBA. Ce qui est assez incroyable avec le joueur, c'est qu'il n'a pas peur de tirer en transition. On le verra sur beaucoup de séquences en NCAA, il remonte la balle, il tire en première intention en transition. Donc c'est un mec qui est vraiment en confiance là-dedans. Déjà un excellent joueur de pick and pop. Et ça va être une des choses les plus demandées pour lui en NBA. Si vous regardez la shot chart actuellement, il a pris, je vous dis ça, dans l'axe, il a pris 61 tirs à 3 points et c'est majoritairement des tirs qu'il va prendre en pick and pop. Il pose des très très bons écrans qui créent de l'impact et c'est quelque chose que je critique souvent chez les jeunes américains, des très mauvais écrans qui font juste du slip roll en fait. Lui, c'est déjà amener ça. Ce qui est assez impressionnant aussi, c'est qu'il peut tirer lui en sortie d'écran. Alors je sais pas si on va lui demander de faire ça en NBA, mais moi j'aime bien le fait qu'il puisse se réaxer face au panier, se retourner face au panier et déclencher. Ce que j'ai regardé aussi, c'est est-ce qu'il y avait une différence côté gauche, côté droit au niveau du tir à 3 points. On sait que
Très souvent, les droitiers, ils vont avoir une préférence motrice lorsque la balle, elle arrive directement sur leur main forte pour pouvoir déclencher. Donc quand la balle, elle arrive depuis leur côté, quand ils sont à la gauche en fait du passeur. Et lui, des deux côtés du terrain, c'est homogène. On a le même pourcentage sur le même volume. Ça veut dire que c'est un mec qui est assez à l'aise pour vite réaxer sa balle au niveau de la main et déclencher. Donc il y a de la répétition motrice qui a été effectuée là-dessus. Et quand tu parles de toucher au niveau du panier, près du cercle, on a aussi un mec qui est vraiment efficace, qui est vraiment fluide. On est sur la zone, donc quand on s'écarte un petit peu vraiment de la raquette, on est sur du 66% dans la zone qu'ils appellent in the paint, sur tout ce qui va être les petits bras roulés, les petits flotteurs et tout ça. Donc on est largement au-dessus de la moyenne NCAA. Et on a un mec qui poste bas, alors même si c'est pas un joueur de poste bas, qui a quand même des moves, dont un fadeaway incroyable qu'il a travaillé sur Dirk Nowitzki, hein, le one leg Dirk. On sait pas s'il va le faire à tous les matchs. On a vu de très très beaux one leg Dirk face à Duke par exemple. On s'est dit ah ok, donc le gars il a un vrai répertoire. Donc ouais, un tir que j'achète vraiment à tous les niveaux. C'est intéressant ce que tu dis, Hugues, parce qu'on note déjà ces go-to moves, on va dire, dont on a besoin en NBA. On a besoin de moves voilà, qui vont fonctionner très régulièrement. Donc, tu t'en as cité deux pendant ta description. Tu as parlé de ce one-leg donc, à la Dirk, même si c'est pas, il ne monte pas le genou aussi haut que Dirk. Et de ce 3 points en transition, hein, qui est très... à l'époque, quand il était à Texas, Kevin Durant faisait ça. Il le fait toujours en NBA. Non pas que Chet Holmgren soit Kevin Durant, mais il y a des airs sur cette action-là en tout cas. On le compare donc à Jabari Smith, à Paolo Banchero, qui sont tous les deux avec lui dans le top 3 potentiel de la draft. Deux joueurs qui ont des qualités offensives, on va dire, plus évidentes, à qui on va peut-être plus donner le ballon en mode alpha. À quel niveau offensif Chet, qui change beaucoup de choses défensivement, à quel niveau offensif il a besoin d'être pour pouvoir être considéré meilleur que ces deux-là, plus important, avec plus de valeur, Alan? Pour moi, il a besoin d'être le Jaren Jackson de sa saison sophomore qui shoot à 38-39%, à 40% à 3 points sur un bon volume et qui est capable aussi de finir très correctement en NBA, donc proche du panier, mettre ses lancers francs et prendre des décisions balle en main. On l'a vu faire des bonnes passes cette année. Il n'était pas vraiment utilisé sur short roll, il n'était pas vraiment utilisé comme ça, mais on l'a vu faire des renversements, être capable de trouver des coupes lignes de fond. C'est vrai, le jeu de Gonzaga s'y prêtait parce que c'est vraiment, ça joue très très bien, même s'il y a beaucoup de turnover chaque année. Mais pour moi, voilà, il a besoin d'être. J'avais dit quand on avait fait un gros épisode un peu sur le haut de la draft en janvier ou fin décembre que pour moi c'était le seul joueur qui avait un skills élite dans cette draft et c'était sa protection de cercle, sa capacité de tour de contrôle, ce qui faisait que je l'avais en 1. Je suis un peu remonté sur un joueur comme Paolo Banchero depuis, très honnêtement, notamment sur la qualité de passe. Pour moi, c'est quasiment le meilleur passeur de la draft. Et il est tellement puissant qu'il peut se créer pas mal de choses simples. Mais Chet, s'il est capable sur un fort volume de tirer à 3 points, c'est-à-dire 5-6 tentatives par match, quasiment 40%, faire des bonnes passes, je pense qu'il peut quand même toujours mériter d'être pris en numéro 1 parce que la capacité à changer comment on t'attaque quand tu es sur le terrain, elle changera pas, elle est toujours là. Et cette polyvalence aussi d'utilisation par le tir extérieur. Julien, est-ce que tu imagines un scénario pour Chet en NBA dans lequel ça fonctionnerait pas? Je pense que si on lui file la balle trop au poste, je pense, tu vois, si on attend trop de lui ce genre Les de Kings, truc. les Kings, on l'a fait, c'est bon, ils peuvent les Knicks, Ouais, les j'essaie Kings, de voilà. réfléchir à la question. J'ai pas trop de. Moi, j'ai surtout vu ça, quoi. Si on veut trop lui en demander offensivement tout de suite, quoi. Ouais, c'est intéressant. Il va falloir un front office, un coaching staff plutôt très créatif pour pas se contenter de faire juste du pick and pop, hein, Hugues. C'est un truc dont je parlais d'ailleurs quand j'avais été invité par les amis des fans des Rockets pour parler un peu de la saison de leur rookie. Et ce soir-là, ils jouaient contre les Cavs, et je leur disais la manière dont Cleveland utilise Evan Mobley offensivement. Pour moi, c'est vraiment le blueprint, c'est ce qu'il faut faire pour l'utilisation des grands au profil un peu
bizarre pour les années à venir. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Hugues, est-ce que tu es d'accord avec ça? Pour vraiment tirer le maximum de son potentiel, il va falloir être un peu créatif. Ouais, je pense qu'il va falloir tester tout ce que tu peux faire de toute façon. Tu vas sur un projet de reconstruction, donc il va falloir essayer de voir genre, tout ce que le joueur aime faire, sur tout ce que le joueur peut faire. Ça va être une sorte de laboratoire un peu sympa. C'est toujours mieux d'être créatif de toute façon et de jouer du beau basket. Il va avoir besoin d'un extérieur, sûrement, plus que les autres mecs dont on va parler dans le top 4, top 5 de la draft. Il va lui falloir un fort extérieur. Evan Mobley, il a eu la chance d'avoir Darius Garland, comme Darius Garland a eu la chance d'avoir Evan Mobley. Effectivement, il va lui falloir ça. L'avantage, quand on regarde la draft, c'est que les équipes faibles, là, cette année, elles ont quasiment toutes un très fort porteur de balle à qui il manque un deuxième gros talent ou un alpha, voire un bon porteur de balle, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment la draft parfaite pour Chet Holmgren. Il tombe vraiment bien et j'ai peu de scénarios de franchise là quand je regarde les probabilités de loterie sur Tankathon tous les jours et les mecs que je vois sur Twitter où il y aurait pas un duo qui peut se faire extérieur-intérieur vraiment intéressant. Alan, est-ce que tu partages ce constat? Il y a peu de scénarios dans lesquels ça marche pas. Je lisais d'ailleurs quelque chose de très intéressant là-dessus. Est-ce que finalement, Chet, on n'a pas tendance à sous-estimer sa valeur par rapport à ça? Je m'explique. Si l'équipe par laquelle il est drafté reste en bas de tableau, il est possible que dans les prochaines années, il drafte d'autres joueurs potentiellement superstars. Mais vu qu'il a un profil très unique, on va dire, sauf Victor Wembanyama, mais voilà, c'est l'autre. Il y a peu de chances, finalement, de sélectionner le même type de joueur avec lui, et donc il sera complémentaire de cette potentielle autre star draftée après lui. C'est ça, mais c'était comme Mobley l'année dernière. En réalité, peut-être qu'on avait par moment sous-évalué la rareté du profil, mais c'est quasiment ça. Je rajouterais donc un fort porteur de balle à côté pour le mettre dans des bonnes dispositions, mais surtout un autre intérieur. Je demande pas Jarrett Allen qui est limite de niveau All-Star, mais même s'il atterrit à Portland, Yusuf Nurkic c'est très bien. Déjà qu'il joue à côté d'un joueur comme un joueur puissant qui va être capable lui de prendre le premier contact sur les gros intérieurs adverses parce que la NBA soir après soir c'est dur les contacts à l'intérieur. Enfin, faut voir il y a pas que dans la série Milwaukee-Boston hein, où ça s'envoie que des coups, c'est tout le temps que c'est très très compliqué. Donc j'aimerais vraiment. Alors oui, un créateur extérieur, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en fait, Garland, ça a été l'accélérateur de particules pour Mobley. Plus que ça, je préfère une équipe où il y a déjà peut-être un intérieur puissant, capable de jouer avec lui dès le début. Si tu le mets à Orlando avec Wendell Carter, ça me va franchement. L'association des deux, j'y pense et je peux vraiment l'apprécier. Après voilà, si on veut le mettre avec un fort porteur de balle, bah, tu le mets à OKC avec Guidé ou Shea, ou tu le mets à Indiana avec Haliburton, ça peut être super intéressant. Il sera toujours mis dans les bonnes dispositions avec ces joueurs-là. Mais moi vraiment, j'insiste vraiment. T'as demandé à Julien comment ça peut rater, ne pas fonctionner. Ça peut rater si tu le mets poste 5 et avec 4 shooters autour très tôt en carrière. Ça marchera pas. Est-ce que aussi un scénario qui se passe mal, c'est un scénario où on lui fait vraiment beaucoup dribbler? Parce qu'on en a très très peu parlé. C'est peut-être sa plus grosse faiblesse, le dribble. Quand on parle de pourquoi est-ce qu'il peut pas autant marquer que les autres, c'est parce que c'est pas un mec qui peut depuis poste haut. Alors on l'a vu hein, faire de la transition, poser le ballon, et aller jusqu'au cercle. Mais sur jeu placé, il est un peu plus en difficulté quand même depuis le poste haut pour aller au niveau du panier. Et il peut partir un peu main droite, mais il change pas trop de main. Il a un spin move qui est pas non plus particulièrement assuré. On l'a vu quand on lui met un premier contact, perdre un peu le contrôle de son ballon sur certains dribbles. Evan Mobley l'an dernier, par exemple, moi je trouve accéder plus facilement au panier depuis la ligne des lancers francs. Chet, c'est peut-être sa plus grosse faiblesse dans son jeu. Il faut bien qu'on en ait à 19 ans, 20 ans, sinon ce serait En juste faisant n'importe quoi. 2-15 surtout, je pense que C'est c'est un peu ça. normal. Donc peut-être voilà une erreur ce serait de lui dire bon bah écoute t'es le projet de reconstruction, prends les ballons et puis débrouille-toi et va au cercle et on le fait trop dribbler et à force on le casse quoi, de mentalement et physiquement. Même si mentalement il a l'air costaud pour encaisser les coups. Julien, est-ce que tu as quelque chose à ajouter que tu n'as pas dit, qui était sur ton carnet de notes? Non, pas vraiment, à part son nombre de fautes qui est raisonnable pour un gars qui défend beaucoup. On en avait parlé pour d'autres prospects. Et, par rapport à Jabari ou Par rapport à Jaren Jackson, dont Banchero, Alan parlait plus tôt. voilà, j'avais pensé à lui aussi. Et il est raisonnable là-dedans, quoi. Oui, et Hugues, t'as raison.
Il envoie le fait que c'est un très bon rebondeur, on l'a pas dit. C'est vrai. Et ça vient avec son explosif, enfin, sa vitesse verticale, je trouve. Ouais, c'est un des premiers en haut et pas seulement parce qu'il a des longs bras, c'est intéressant. Ouais. Et très bon sur le second saut aussi, comme l'a dit Julien très tôt, j'avais mis 2-3 clips, c'est hyper impressionnant. Il ressaute directement, c'est un truc qu'on parle pas assez, je trouve, il est très très bon là-dessus. Ça, c'est forcément beaucoup de travail aussi, puisque je pense pas que naturellement, c'est quelqu'un qui a un second saut C'est rapide. pas Zion, quoi, sur le second saut. Ouais, voilà. Moi, j'ai mis peu de back dans ma vie. T'as dit quoi, Hugues? J'ai dit, moi, personnellement, j'ai rarement mis peu de back dans ma vie. Peut-être que je l'ai pas assez travaillé. Peut-être que je fais juste 1m83. Vous voyez comme vous voulez. Hugues, t'as des choses à ajouter sur Chet? Non, 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 non. Ben, moi, quand je regarde dans ma mock, je l'ai pas numéro 1. Ouais. M'insultez pas, c'est juste que j'aime bien les créateurs balle en main, donc je privilégie toujours les créateurs balle en main, et sûrement que l'an prochain j'aurai Scoot Anderson, et on me demandait sur Discord pourquoi pas chez toi en 1, bon bah voilà, je réponds ici vite fait, parce que moi je préfère toujours un mec qui peut prendre le ballon dans n'importe quel contexte, bon ou mauvais, et marquer 20 points très rapidement, donc voilà pourquoi chez moi Paolo devant. Alan, chez toi, il est sur le même tiers que les autres? Est-ce qu'il est un tiers au-dessus, un tiers au-dessous? J'en sais rien. Ouais. J'ai 2 joueurs dans mon tier 1, c'est lui et Paulo Banchero, et ça je suis vraiment assez sûr que ça va rester, c'est comme ça depuis quelques mois. Après, comme l'a dit Hugues, voilà, ça sera sûrement plus simple dans les premières années en NBA pour Paolo parce qu'il est un peu plus mature physiquement, il a le jeu qui fait qu'on peut plus facilement le mettre en avant, surtout offensivement, parce que défensivement, il a quand même des lacunes qui sont notables. Mais non, je drafterais quand même Chet en 1, je pense, parce que la rareté du profil, comme tu l'as dit, et le potentiel est fou. Et comme je l'avais dit, je suis toujours assez quand même fait que si je dois retenir une qualité, quel prospect a la qualité la plus élite de cette draft, bah pour moi, c'est la capacité de tour de contrôle défensif de Chet. Donc, je dirais là-dessus. C'est aussi signe que dans cette draft, il n'y a pas de Luka, de Kate Cunningham et tout ça. Donc, je prendrais Chet en 1 Ça pour ça. peut être Lundgren à tout faire. Vous avez envie de le voir où, Chet? Dans quelle franchise? Il y a plusieurs équipes qui peuvent avoir le first pick. OKC, Détroit, Portland, Indiana. Ok, si, pardon, mais c'est la seule équipe que tu as citée qui n'a pas de deuxième grand un peu Ouais, costaud. c'est Hein. exactement. Mais en fait, ils ont 2 choix dans le top 10 peut-être avec les Clippers, donc ils draftent lui et Duren. Comme Ok. ça, c'est réglé. Ou alors ils investissent sur un free agent, je sais pas. Mais avec Guidé et Shea, ça peut être vraiment Et puis c'est peut-être assez folklorique, je pense. c'est parce que les mecs ils ont pas eu de chance Et l'an Jérémy dernier où ils sont Robinson. tombés. Et ils devaient être top 3, donc on espère que le destin va un peu se rattraper pour eux. C'est peut-être pour ça qu'on a autant de sympathie pour cette équipe. Les chances s'équilibrent. Ok, si. Ouais. Toi, t'as envie au Kessie aussi? Ouais. T'aimerais bien, toi, Détroit, non, à côté d'Azarias Smith, ça te Très plairait, très bien. non? En plus, moi, s'il reste titulaire, si tu vois, je suis content. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Ouais, Detroit. Même si j'aimerais beaucoup Jabari Smith à Detroit. Donc peut-être, voilà, mais j'ai pas trop envie Houston. Parce que j'ai peur qu'ils soient un peu perdus. Alors désolé aux fans de Houston, hein, vraiment je me mets toute la commune à dos des Rockets, des Kings et tout, mais j'ai peur qu'ils soient pas trop dans la mentalité de Houston, avec beaucoup de jeunes un peu, comment dire, un peu foufou pour le dire gentiment, un peu dans la shine, etc. Avec Jalen Green, Kevin Porter Jr., etc. Et que lui correspond pas trop là-dessus, donc j'ai peur qu'ils soient un peu perdus là-dessus. Mais C'est vrai qu'il a plus une identité de col bleu, Chet Holmgren. ouais, il vient du Minnesota, hein, donc Il fait très Pacers. Il Il fait fait très Pacers ou Pistons, tu vois. Ouais. Des villes avec un passé automobile pour Chet Holmgren. Il va faire de la pub pour General Motors. et il y a une proba où il arrive au Pélican. Julien, t'as une préférence, toi? Non, j'avais pensé à tout ce que vous avez dit. Là. Au Cassis avec Poukou, ça peut être marrant. Ça pourrait être marrant sur des minutes limitées de les voir tous les deux gambader sur le terrain. Ça pourrait être assez fun, quoi. T'es vraiment, Et, t'es vraiment là pour l'art, quoi. ouais, L'expérience. non, mais tu vois, c'est vrai. Non, en fait, je cherchais avec un grand, quoi. Parce qu'il faut qu'il joue avec un grand épée, donc je cherchais. Et au Cassis, en fait, il y a Poukou comme grand, mais il n'est pas épais, quoi. Mais sinon, dans les autres équipes qu'on a citées, il y a ça. Hein. Ouais. Et moi, tu vois, mais à Détroit, avec Kate qui joue avec lui, ça pourrait être super joli aussi. Ça pourrait être pas mal. Hein. Ou à Orlando avec son ami Jalen Suggs aussi. Avec son pote Suggs, Carter et tout, franchement, ouais, clairement. Mm. Et Franz Wagner.
Il y a plein de scénarios canons, c'est ça qui est bien avec le profil de Chet Holmgren. Et c'est ça qu'on doit retenir en partie de ce podcast que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes. Donc abonnez-vous pour recevoir la notif quand le podcast sort. On a également un profil à l'écrit sur notre site. Et puis on a également des vidéos sur notre YouTube, des analyses vidéo avec du film et en même temps Hugues et Alan qui commentent. Ou Hugues, c'est sur notre chaîne Envergure sur YouTube ou sur Envergure Replay, puisqu'on a 2 chaînes. Les deux, il y a sur YouTube. Il y a les deux. On a fait avec Alan un premier live ensemble où on a vraiment discuté tous les deux de Chet Holmgren, et ça c'est sur la chaîne YouTube où on parle de Jalen Green, etc. Et sur la chaîne Replay, il y a quand je fais une version un peu solo et que je mets vraiment en 0,5 pour les nerds. Donc voilà, vous avez les deux versions possibles et voilà, comme vous préférez, dans le sens où Voilà, donc on est complet. Si vous voulez vous renseigner sur Chet Holmgren, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, de toute façon, on vous donne rendez-vous très bientôt suite à la loterie, puisqu'on a prévu toute une série de live, un par équipe du top 8, qui aura un choix dans le top 8. Un live par équipe, à chaque fois 1 heure, avec l'analyse de la situation de l'équipe, des besoins, les questions sur les prospects, est-ce qu'ils iraient bien dans tel environnement, est-ce que c'est envisageable qu'ils soient draftés à tel niveau, et ainsi on va pouvoir esquisser un dessin de ce qui se fait tout en haut de la draft. Donc on vous donne rendez-vous, ça sera, donc on rappelle, la loterie le 17 et les lives vont théoriquement commencer le 19. On vous embrasse tous. Merci beaucoup Alan, Hugues, Jus d'avoir été là. C'était un plaisir comme d'habitude. Un podcast très complet sur Chet Holmgren, le joueur de Gonzaga. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu, à nous mettre des bonnes notes aussi. Grâce à vous, on a quand même gagné 2,89€ au mois d'avril sur les écoutes. Donc à partir de là, c'est que du bonus. C'est que du bonus. Bisous à tous.